abonnés, chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur Panafrique Média dans le cadre bien sûr de votre émission Entretien. On reçoit sur ce plateau un invité de marque, vous le connaissez déjà bien. Il s'agit de Georges Mpaga, président du Rôle BG, acteur de la société civile. Monsieur Georges, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous recevoir ici chez vous. On va aborder principalement les questions de l'actualité de l'heure, mais d'abord une rétrospective. Vous êtes un acteur de la société civile sur le terrain depuis plus de 30 ans déjà. Vous avez initié plusieurs combats. Le Gabon et on va dire le monde vous connaît par les combats que vous avez menés. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui des différents combats que vous avez menés? Vous l'avez si bien signifié. Je ne suis pas un acteur de la société civile de la dernière heure. Je ne me suis pas improvisé dans ce combat. J'ai commencé par les luttes sociales, le combat social, le combat en matière de préservation de la santé des jeunes en 1991. J'ai été mis dans ce moule-là, j'ai été formaté par les Nations Unies, par le Conseil mondial qui luttait à l'époque contre le VIH. Le VIH faisait des ravages chez les jeunes. Donc j'ai été coopté par l'OMS, le docteur Wenassou. C'est quelqu'un vraiment qui m'a soutenu. Vous avez le docteur Wenassou qui était le représentant de l'OMS. Vous avez madame Grunowski qui représentait au niveau régional, n'est-ce pas, l'ONU-SIDA, l'Office des Nations Unies contre le SIDA à cette époque. Ce sont ces deux personnalités, ajoutées à madame Fondira en 1994, qui m'ont impulsé dans la dynamique de la société civile et j'ai été à l'origine, n'est-ce pas, de la mise en place du programme des Nations Unies au Gabon qui soutenait la santé de la reproduction et la lutte contre le VIH chez les jeunes. Donc, par mon action, par mon dynamisme, par mon engagement, j'ai généré dans les établissements scolaires catholiques, protestants et publics, vraiment des cellules, des organisations d'accompagnement des jeunes. J'ai formé plus de 5000 pères éducateurs. J'ai été, avec modestie, celui qui a contribué, qui a mis en place la dynamique pour permettre aux jeunes d'être épargnés de cette maladie, parce que la maladie faisait des ravages. Il y avait plus de 10 000 victimes chaque année. J'ai parcouru le Gabon, tout le pays. Et des milliers de jeunes aujourd'hui, s'ils sont en vie, le sont grâce aux efforts que nous avons menés ensemble avec la SOGEC, la Solidarité des Jeunes Chrétiens pour la lutte contre le SIDA, qui est la première organisation non gouvernementale à affronter ce phénomène. Ensuite, pour étendre l'action à l'ensemble des jeunes et pour tenir compte des questions de développement, parce qu'il y a des questions sous-jacentes sur lesquelles nous avons travaillé, j'ai mis en place, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, donc UNFPA, le RENAPS agit. Par le RENAPS, nous avons organisé, fédéré les jeunes, nous avons organisé des conférences, des congrès qui ont été appuyés par l'international, qui ont été appuyés aussi par le ministère de la Santé du Gabon. Donc, ma porte d'entrée, c'est le social. Je me suis battu, j'ai été dans les écoles, dans les églises, j'ai fait le suivi des malades du VIH, SIDA, et pour la protection des jeunes dans les hôpitaux. J'ai fait ce travail social, ce travail de prise en charge, ce travail d'accompagnement psychosocial des victimes. Quel est le sens de mon engagement? Parce qu'en 1991, je vais à l'hôpital de Nkembo. Je rencontre un jeune ingénieur, architecte. Un jeune architecte de Libreville qui était mourant. Cela m'a touché, cela m'a galvanisé à prendre conscience de la gravité de la maladie. Donc je suis un acteur engagé sur cette voie-là, la voie du social, la voie de la préservation de la dignité de la vie humaine. Et plus de 10 à 15 ans après, ayant constaté la corruption dans le secteur de la santé, le détournement des fonds destinés aux jeunes pour lutter contre le VIH-Sida, je me suis dit non, il faut que j'attaque le problème de la corruption, de la bonne gouvernance. Je me suis engagé vraiment dans la création du Rôle BG il y a 17 ans, qui s'est avérée comme la plus importante organisation en matière de lutte contre la corruption, de promotion de la bonne gouvernance et bien sûr de protection et de promotion des droits de l'homme. Donc je suis depuis lors vraiment totalement et résolument un acteur de premier plan sur les questions de bonne gouvernance démocratique, de protection des droits de l'homme, protection des libertés, lutte contre la corruption, protection des matières premières dans le cadre de l'ITIE. Donc je suis de tous les combats, je suis sur le front,
Je ne me suis pas improvisé, comme je vous le dis dans mon propos liminaire dans la société civile. Je suis un acteur crédible, engagé et reconnu au niveau international et national. Parlons de bonne gouvernance, vous avez été un farouche opposant du régime Bongo Père et Bongo Ali. Est-ce qu'aujourd'hui, sous l'ère de la transition, aujourd'hui on va vers la 5e République, on peut dire qu'il y a eu un pont justement concernant la bonne gouvernance et la corruption? Effectivement, j'étais engagé contre les mauvaises pratiques du PDG nouveau et du PDG ancien. Le PDG ancien était mieux que le PDG nouveau incarné par les 14 années d'Ali Bongo. C'était vraiment une gestion chaotique, une gestion contre les intérêts nationaux. Le Gabon avait été privatisé, la présence du Gabon avait été privatisée, les ressources du Gabon étaient dilapidées de façon catastrophique. Il n'y avait pas de lisibilité sur le budget de l'État et en plus la présidence de la République du Gabon était sous le contrôle des intérêts étrangers. Beaucoup de pratiques illégales, de pratiques de détournement de fonds, de pillage de l'argent public ont consisté vraiment comme l'épicentre de la gouvernance de ce régime. Moi, je me suis battu, j'ai dénoncé, je me suis engagé à lutter de façon frontale contre ce régime. J'ai engagé des procédures judiciaires contre les tenants de ce régime, dont Noureddine Bongo, Sylvia Bongo. Et j'ai conduit tout le plaidoyer de la société civile sur les questions de bien-être. J'ai mené ce plaidoyer, j'ai travaillé avec l'Office des Nations Unies, Transparency International en tant que consultant, etc. Je suis un acteur de terrain et cela m'a valu également de travailler pour l'initiative pour la transparence dans les industries SADI, dont je suis membre du Conseil d'administration et depuis bien sécurité internationale, la plus grande coalition qui travaille sur la transparence dans le secteur extractif et qui regroupe plus de 3000 organisations reparties à travers 60 pays. Figurez-vous que je suis le représentant des pays francophones. J'ai été élu pour défendre les intérêts des pays francophones dans Public Sécurité International, qui est à l'origine de la fondation de l'ITIE, l'Initiative pour la transparence des industries. Le Gabon vient d'être validé aujourd'hui pays candidat conforme à l'ITIE, même si le score n'est pas extraordinaire, mais c'est une avancée significative qui découle aussi de la volonté du président Oligui à mettre en place les normes de bonne gouvernance. Donc le combat pour la transparence, le combat en faveur de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, parce que sur ces deux facteurs-là, c'est le facteur principal de la dégringolade du Gabon, du manque de performance économique, du sous-développement du Gabon, résulte de la mauvaise gestion des pouvoirs publics, de la mauvaise gestion des affaires publiques, donc de la corruption, de l'enrichissement illicite et des flux financiers illicites qui sont caractéristiques d'un système de corruption politique. Et c'est ce qui a valu la faillite du régime Bongo. Donc moi, je mets l'accent sur ces aspects. Si je dois donner des conseils au président de la République dans le cadre, n'est-ce pas, de la 5e République, c'est vraiment agir de façon prioritaire sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance doit être le socle du redressement de l'État. Le socle de la transformation, les bâtisseurs. En chef notamment le général, le président Brice Clotaire, qui a été élu de façon éclatante, écrasante, et qui recueille aujourd'hui vraiment les suffrages de tous les Gabonais. C'était un plébiscite. Il doit mettre son accent sur la bonne gouvernance. C'est avec la bonne gouvernance que nous pouvons redresser l'État, que nous pouvons mettre en place les investissements, que nous pouvons lutter contre les antivaleurs. Alors, vous parlez justement bien de la 5e République. Qu'est-ce que c'est la 5e République? Qu'est-ce que ça nous vaut d'entrer dans la 5e République? Les Gabonais aujourd'hui se demandent quand est-ce qu'il y a eu la 3e, la 4e République pour être aujourd'hui dans la 5e République. La 5e République a été étalée, la notion de 5e République a été étalée suffisamment par le professeur Guy Rosatanga Rigno, qui est un expert reconnu international sur les questions constitutionnelles. Je pense que mon point de vue, la 5e République, c'est la mise en œuvre, n'est-ce pas, de la nouvelle réforme constitutionnelle. Les autres étaient des réformettes. Là, nous sommes dans une réforme constitutionnelle qui a été supportée, appuyée par l'ensemble des forces vives, qui découle des processus de transformation déjà partant du coup de libération. Le coup de libération est le point de départ de la 5e République. Le coup de libération a permis au pays vraiment de sortir de 56 années de gouvernance anachronique de l'État, amplifiée par 14 années de gestion scabreuse. Vous voulez dire que sous la transition, la gouvernance s'est améliorée? La gouvernance est substantiellement améliorée parce que du point de vue démocratique, le président Oligui a entrepris d'associer
d'associer l'ensemble des forces vives au cours d'une réflexion à travers le dialogue national. On a d'abord commencé. La démarche a commencé par les contributions. Les 30 000 contributions, ça allait enchaîner vraiment la tenue du dialogue national inclusif qui a permis aux Gabonais, à l'ensemble des forces vives, à toutes les sensibilités qui ont été représentées, de formuler une feuille de route, des voies, et des opportunités pour pouvoir transformer le Gabon. Après cette étape, nous sommes allés vers la commission constitutionnelle qui a mis en place, n'est-ce pas, le draft constitutionnel voté le 16 novembre 2024. Sur cette base, et sur la base de cette constitution, nous constatons que même que cette constitution comporte des éléments fondamentaux en ce qui concerne la protection des droits. Parce que les constitutions précédentes avaient mis de côté les droits fondamentaux de la personne. Les droits des associations, les droits civils et politiques, les principaux droits, le droit d'expression, le droit des réunions pacifiques, le droit d'association, ce sont les principaux droits fondamentaux dans un État démocratique. C'est ce que nous appelons, dans le jargon des défenseurs des droits de l'homme, l'espace. Sur cette base, le pari a été gagné. Les associations, l'article 7, reconnaît à la société civile, n'est-ce pas, un rôle constitutionnel en termes d'accompagnement des politiques publiques, en termes de pluralité démocratique. Donc la société civile est aujourd'hui un acteur démocratique au même titre que les partis politiques. Avec Ali Bongo et les anciens régimes, l'accent a été mis sur les partis politiques. Mais le président Oligui, dans une vision, n'est-ce pas, de gestion holistique de la chose politique, associe tout le monde et met en avant les acteurs de la société civile. Alors, et d'ailleurs, pour finaliser sur ce volet, le dialogue inclusif était sous la bannière de l'archevêque de Libreville, qui était un acteur de la société civile. Monsieur Georges Mpaga, vous avez été un acteur de la transition. Vous y avez participé pleinement en tant que secrétaire général. Premier secrétaire du Conseil économique et social, environnemental et culturel. Alors, quel est le bilan aujourd'hui que vous faites de cette institution, plus de 18 mois après, sous le règne de la transition? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que le pari a été gagné, est-ce que cette transition n'a pas quand même eu des faiblesses? Mais je dis toute œuvre humaine comporte des faiblesses. Je ne dis pas que tout a été parfait. Mais le président Oligui, au-delà de l'agenda constitutionnel, a posé des actes qui sont visibles, palpables. Des actes qui permettent qui donnent de l'espoir au peuple gabonais. Le Gabon est en chantier. Le Gabon est en reconstruction. Les bâtiments publics sont en train d'être réhabilités. Figurez-vous que le Gabon perd plus de 30 milliards de francs CFA dans des conflits d'intérêts liés vraiment au fait que les ministères, les agences de l'État sont locataires, parfois chez les oligarques de l'ancien régime. C'est un scandale. Donc le président Oligui est en train de régler le problème. Il a mis en place des progrès structurants dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'éducation, avec la construction de plusieurs écoles. Il a mis en place un processus de réhabilitation des routes. Plus de 80% des routes ont été des routes secondaires dans les principales villes, notamment à Libreville, ont été réhabilitées. Il a fait des efforts colossaux. En dépit du fait que le mandat principal qui lui était dévolu, c'était celui de réformer, de réformater la Constitution, de remettre en place vraiment les normes de bonne gouvernance démocratique, donc à travers une nouvelle Constitution, à travers des institutions réformées, répondant aux standards internationaux. Ce processus est en cours. Son élection n'est que le démarrage, mais les réformes doivent se poursuivre. Il y a un certain nombre de réformes politiques et structurelles indispensables pour conduire avec efficacité le processus de transition. Alors, parlez justement de réformes. Vous parlez de réformes et dans quelques jours, on va dire dans quelques semaines, on s'achemine vers la fin de la transition. Quelles sont les propositions que vous faites au nouveau président de la République pour les 7 ans à venir? Bon, les propositions, pour moi, le grand chantier de la transition découle d'abord il faut une philosophie, il faut une idéologie, il faut une vision. La vision doit se décliner dans ce que nous appelons la théorie du changement. La théorie du changement est la déclinaison de la vision globale du Gabon pour les prochaines années. La vision globale du Gabon pour la reconstruction, la réhabilitation et le développement. Cette vision doit reposer sur trois principaux piliers.
Le premier pilier, c'est vraiment la définition elle-même de la théorie de changement. Il faut définir une vision pour le futur Gabon. Quel Gabon nous voyons? C'est ce qu'il faut d'abord penser. Il faut décliner, finaliser, mettre les experts et sortir une vision, une théorie de changement. Il faut théoriser le changement. Il faut visualiser ce changement. Il faut projeter ce changement. La deuxième chose, c'est la finalisation du processus de réforme constitutionnelle. Dans mon propos liminaire, je faisais allusion tout à l'heure, n'est-ce pas, à la nécessité de revoir un certain nombre d'entrevoirs, de mettre en place, d'achever les réformes. Les réformes sont d'abord politiques. Le cadre électoral, le nouveau cadre électoral doit être redéfini. Je vais dire la nouvelle reconfiguration, ce qu'on appelle le redécoupage électoral. Il faut le finaliser en tenant compte, n'est-ce pas, du poids démographique et du poids économique de chaque région. La deuxième région du Gabon, par exemple, le Goué maritime, ne peut n'avoir que 13 députés. C'est une injustice. Le Goué maritime produit 80% de la ressource du Gabon. Il faut augmenter le poids politique de la province de le Goué maritime. Je parle aussi de la province de l'Estuaire, la capitale qui est sous-représentée. L'autre élément fondamental qui concerne les réformes, c'est la réforme de la loi sur les partis politiques. Le dialogue a acté cela. Il faut revoir rapidement la loi sur les partis politiques, mettre la structure de réflexion, les experts chevronnés pour avoir vraiment une loi sur les partis politiques qui soit alignée aux standards internationaux. Il y a également la question du rôle de la société civile. Réformer, n'est-ce pas, la loi 3562 qui régit le fonctionnement de la société civile est un acteur de la gouvernance, aussi bien au niveau national et international. Elle est un acteur principal, c'est l'acteur principal qui doit accompagner le gouvernement pour la mise en œuvre de tout l'ensemble des politiques publiques pour le septennat. Donc la loi 3562 doit être revue, corrigée. Il y a également la nécessité de reformer, de réfléchir sur la justice. La justice est le pilier de la démocratie. La justice permet de catégoriser ou d'évaluer le niveau de fonctionnement d'une démocratie. Il nous faut une justice indépendante, impartiale, au service de l'intérêt général, au service du peuple. Or, la justice gabonaise, elle est dysfonctionnelle. Il faut reformer, il faut travailler avec les magistrats. Il existe des magistrats compétents, vraiment pour réfléchir sur la réforme de la justice, sur l'indépendance de la justice, sur la mise en place d'un tribunal anticorruption politique. C'est ça, il faut des instruments juridiques de répression indépendants qui n'ont aucune influence du gouvernement. Alors, qui ne sont pas sous influence. Je n'ai pas fini les propositions. Quatrième proposition, nous avons par exemple les questions sur la gouvernance économique. Il faut mettre la problématique de la gouvernance économique, la lutte contre la corruption, ça aussi c'est important. Il faut, à mon avis, mettre en place un système national d'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Le système d'intégrité est un mécanisme qui permet d'aligner l'ensemble de l'administration à un haut niveau d'intégrité, de lutte contre la corruption. L'autre élément, toujours dans le cadre de la bonne gouvernance, c'est la mise en place de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et les flux financiers illicites. Figurez-vous que le Gabon perd 5 000 milliards de francs CFA consécutivement aux flux financiers illicites, à l'ensemble des fraudes, au niveau douanier, au niveau des impôts, au niveau du ministère du Commerce, au niveau des importations, etc. Le Gabon, au niveau du secteur pétrolier, du secteur forestier, de tous ces secteurs de production. Il y a 5 000 milliards de francs CFA que le Gabon perd. Suite vraiment à ce volet de la corruption, parce que les flux financiers ici sont une caractéristique de la corruption, les systèmes de corruption. Donc ça c'est un élément aussi capital. Si nous luttons contre la corruption, si nous mettons en place des mécanismes de bonne gouvernance, à ce niveau-là, on pourra augmenter les revenus de l'État, etc. L'impôt sur l'habitat. J'appuie ce volet-là qui a été annoncé par le président de la République, la mise en place de l'impôt sur l'habitat. Nous avons plus de 200 000 personnes, 300 000 bailleurs, mais qui ne payent rien à l'État.
Et justement, est-ce que vous ne pensez pas que cela devrait obéir à un certain nombre de mécanismes? Mais cela dépend de la volonté politique. Et je crois que le président a cette volonté, a cette détermination. L'autre élément, c'est le secteur extractif. La réforme du secteur extractif, qui est gangrené par la corruption, des fausses déclarations. Les matières premières du Gabon ne sont pas sous le contrôle du Gabon. Je salue déjà ce qui a été fait par la nationalité de la Sala. Il faut aller au-delà de la Sala. Il faut aller vers Cobilom. Il faut aller vers tout le secteur de l'or. Plus de 40 000 orpailleurs clandestins sont dans nos forêts, pillent nos forêts, allègrement, sans aucun contrôle. Les forces de défense et de sécurité sont incapables d'endiguer ce phénomène. Et il faut une main forte du président de la République pour mettre un terme à cette tragédie financière. Parce que le Gabon perd plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Figurez-vous que le budget, 25% du budget du Mali est généré par l'or. Et le trésor public du Gabon n'a rien. Pas de réserve orifère dans notre trésor public. C'est honteux, c'est malheureux. Alors que le Gabon, à travers son ordre, a favorisé l'effort de guerre de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'ordre de Dikobé, c'est l'ordre de Langounier qui a permis de financer l'effort de guerre de la France. Ça, c'est une vérité que les Gabonais ne savent pas. Donc nous avons un potentiel horrifique important, considérable. Il faut organiser ce secteur. Ça peut générer des milliers d'emplois pour les jeunes Gabonais. Il faut former les jeunes. Il faut une appropriation. Il faut aller vers une politique de nationalisation du secteur minier. Il y a aussi la question des minerais de transition, des minerais critiques. Monsieur Georges Pagan, toutes ces questions doivent découler d'une politique. On comprend bien vos propositions, mais on ne pourra pas toutes les étaler ici. On comprend bien vos propositions qui visent dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, mais cependant, vous oubliez en fait la commission Vérité, Justice et Réconciliation, quand on sait qu'au sortir de la crise post-électorale de 2016, vous étiez l'un des acteurs de la société civile à avoir entamé des démarches pour déposer une plainte au niveau de l'AE pour que vérité soit faite sur ce qui s'est passé en 2016. Aujourd'hui, pourquoi ne plus en parler? On a l'impression que vous n'êtes plus sur cette scène-là. Non, je suis sur cette scène. Nous avions un agenda. L'agenda dans la transition était un agenda lié aux réformes démocratiques. Maintenant que le président a été plébiscité par les Gabonais, je pense que le président mettra en place, je le souhaite, les mécanismes pour vraiment aller vers une véritable réconciliation, vers la réparation. Je milite pour cela. Et je pense que c'était quelqu'un qui a la volonté, il a reçu les suffrages, le plébiscite du peuple gabonais. Il ne peut qu'aller vers ce qui est bon, ce qui plaît au peuple gabonais, au cœur des Gabonais. Au cœur des Gabonais. Je partage pleinement la nécessité vraiment de restaurer, de réparer, de réconcilier en profondeur les Gabonais. C'est quelque chose que je partage, c'est une vision que je partage. Moi-même, j'ai souffert de ces événements. J'ai été celui qui a conduit le processus de l'AE, non seulement à l'AE, pour le compte de la société civile, mais aussi aux Nations Unies et à l'Union européenne, et bien sûr à l'Union africaine. J'ai conduit ce processus, vous avez suivi mon action en tant que porte-parole, en tant qu'acteur de premier plan de la société civile. J'ai mené ce plaidoyer. Je vais continuer à mener ce plaidoyer pour que véritablement les choses soient restaurées dans ce sens-là. Je voudrais revenir sur aussi un aspect important pour parachever ma réflexion. Le président de la République a été élu de façon écrasante, avec 94,86%, 85%. C'est un score qui laisse ici vraiment la notion de la responsabilité, la notion de la confiance, de l'adhésion et de l'engagement du peuple en faveur de cet homme politique exceptionnel, qu'est le président Oligui. Pour que le président puisse implémenter l'ensemble de son intervention, de son action sur le terrain, il faut que le président travaille sur un plan. Moi, j'appelle ce plan le plan de développement du septennat et de transformation du Gabon. C'est une stratégie, c'est un plan stratégique. Ce plan stratégique, c'est vraiment la boussole du gouvernement. Et ce plan stratégique, ce plan de développement du septennat doit générer plusieurs plans nationaux et départementaux. Le plan, c'est la vision, c'est la matérialisation de la transformation de ce que nous avons appelé
hein, ce que nous avons appelé plus haut, la théorie du changement, donc la vision. Il faut ce plan de développement du septennat et de la transformation du Gabon, c'est la vision globale qui doit se décliner donc en plans régionaux et provinciaux. C'est sur cette base que la chose doit se passer. Ça, c'est le plan. Ça, c'est la mise en œuvre du plan. Maintenant, vous avez sur le plan politique, je vais terminer par là, le président a besoin d'une ossature politique, d'une organisation, d'un mouvement, à l'instar du PASTEC au Sénégal. Il faut le former. Il faut le former, il faut mettre en place une commission ad hoc qui va réfléchir sur les organes de gouvernance, les organes de gestion de ce parti, de ce mouvement, qui n'est pas un parti unique, hein, moi je ne suis pas pour le parti unique, mais qui est un mouvement réformateur qui va être le point de départ pour la prise des différentes assemblées. Après ça, il faut convoquer le congrès de ce mouvement. Bien sûr, le président sera le président du parti, mais il faudra mettre en place des organes de gestion opérationnelle de ce parti. Après, il faut aller vers la conquête de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le président a besoin d'une stabilité politique, une stabilité institutionnelle, une majorité confortable pour conduire le processus politique pour les prochaines années, pour conduire toute l'activité du gouvernement, tous les projets, tous les processus. Il a besoin d'un gouvernement stable. Merci, Monsieur Georges Mpaga. On prendra ces derniers propos comme le mot de fin. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui chez vous. Chers abonnés, chers téléspectateurs, vous avez écouté l'acteur de la société civile déjà bien connu, Monsieur Georges Mpaga, président du Rôle BG. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. On vous dit merci et à la prochaine. Restez connectés sur nos réseaux.